Fin de semaine tendue dans la bande de Gaza. Un des chefs de la branche armée du Hamas, Mazen Foukaha, tué de 4 balles dans la tête devant son domicile. Des milliers de sympathisants de l'organisation terroriste palestinienne réunis lors de ses funérailles crient vengeance et pointent un doigt accusateur vers Israël. On regarde le sujet de Mathias Sinbar et on en parle après. Une opération professionnelle, dans la nuit, sans bruit. 4 balles tirées à l'aide de pistolets équipés de silencieux. Voilà comment le Hamas a décrit l'élimination de Mazen Foukaha, l'un de ses cadres, devant son domicile dans la bande de Gaza vendredi soir. L'élimination de mon ami Mazen Foukaha est un crime. Nous essayons désormais de savoir qui se cache derrière cet acte et nous allons enquêter. Le martyr n'avait pas d'ennemis internes. Nous pensons que ceux qui ont intérêt à l'éliminer, ce sont les agents de l'occupation. C'est Israël qui serait donc derrière cette opération, selon le Hamas. Le groupe terroriste balaye ainsi toute possibilité selon laquelle un règlement de compte en interne, voire les services égyptiens, auraient perpétré cette élimination. Et le groupe terroriste de menacer. L'ennemi regrettera le moment où il a préparé cette élimination. Nous prendrons le temps et nous agirons en fonction du lieu et du moment qui nous convient. Mazen Foukaha avait été condamné à 9 peines de prison à perpétuité pour avoir planifié l'attentat suicide dans un bus en août 2002 dans lequel 9 Israéliens avaient été tués. Il avait ensuite été libéré dans le cadre de l'accord Shalit en 2011 en échange de la libération du soldat israélien capturé par le Hamas. C'est depuis Gaza, où il avait été expulsé, qu'il dirigeait le département cisjordanien au sein du Hamas. Son objectif, planifier et exécuter des attentats. Il se savait d'ailleurs dans la ligne de mire des services de sécurité israéliens. Le Shabak tentera à l'avenir de s'en prendre à des terroristes libérés, que ce soit en Cisjordanie, dans la bande de Gaza ou à l'étranger. Suite à cette élimination, le Hamas a ordonné la fermeture ce dimanche du point de passage frontalier d'Erez, au nord de la bande de Gaza. De son côté, Israël a décidé de ne pas communiquer sur le sujet. Et en plateau avec moi, Olivier Rafovitz, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous, Jonathan Serrero, bonjour. Alors, le Hamas qui accuse Israël, mais la réponse pourrait être ailleurs, Jonathan. Oui, c'est ce que déclarent ce matin d'ailleurs 2 anciens hauts gradés du Shabak et du Mossad, Yaron Blum et Gad Shamron. Cette élimination ne porterait pas, selon eux, la signature d'Israël. Pourtant, le mode opératoire ressemble à s'y méprendre, Valérie, à celui adopté, on s'en souvient, par le Mossad en 2010 pour tuer l'ingénieur en armement du Hamas, Mahmoud Al-Mabrour, dans un hôtel de Dubaï. Mais d'après Gad Shamron, le Mossad n'opérerait pas dans la bande de Gaza, en tout cas pas de cette manière. Reste aussi à prendre en compte l'avertissement lancé pas plus tard que la semaine dernière par le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, sur un possible attentat en préparation en Israël pendant les fêtes de Pessah. Israël aurait-il coupé court à cette menace en éliminant le cerveau de ses possibles futures attaques? On le sait aussi, le Shabak et l'appareil de défense travaillent sans relâche pour éviter un attentat de grande ampleur sur le sol israélien. On va le voir tout de suite en chiffres. En 2016, 1035 terroristes du Hamas ont été arrêtés par les services de sécurité israéliens, 114 cellules démantelées, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Judée-Samarie, contre 70 en 2015. Bon, alors quelles pourraient être les autres pistes, Jonathan Serrero? Eh bien, il pourrait s'agir, Valérie, d'un règlement de compte interne au Hamas. Vous n'êtes pas sans savoir que l'organisation terroriste s'est dotée récemment d'une nouvelle tête, Yehia Sinwar, et le nouveau chef du Hamas procéderait à des purges au sein même de l'organisation terroriste palestinienne. Exemple de cela, il y a un an, Sinwar aurait ordonné l'élimination de Mohammad Chetaoui, l'ancien chef de la brigade Zitoun du Hamas, soupçonné, d'après le responsable terroriste, d'être un informateur des renseignements israéliens. À l'époque, le Hamas avait aussi imputé la mort de ce grand bonnet, si l'on peut dire, de sa mort à l'État hébreu. Autre piste explorée, celle des salafistes proches du Daesh, qui auraient des vues aussi pour prendre le contrôle de la bande de Gaza et ainsi étendre son hégémonie sur un territoire qui irait du Sinaï donc jusqu'à l'enclave palestinienne. On le sait aussi, ces organisations entendent marcher sur les plates-bandes du Hamas dans la bande de Gaza en rompant régulièrement le cessez-le-feu fictif entre l'organisation terroriste et Israël. Exemple, les roquettes tirées récemment sur Eilat. Enfin, dernière option, celle du Fatah. On le sait aussi en ce moment, de fortes tensions traversent l'organisation palestinienne. Des tensions aussi observées donc au sein du Fatah. Mohamed Dahlan
tente de reprendre actuellement la main, notamment dans les territoires en Judée-Samarie et aussi dans la bande de Gaza. Alors Olivier Rafovitz, vous y croyez à cette piste-là, vous, un règlement de compte qui vient émanant de différentes factions palestiniennes rivales? D'abord, je ne sais pas du tout qui est derrière cette élimination d'un membre de la branche armée du Hamas, El-Qassam, on ne sait pas. Mais comme a dit notre ami sur le plateau, je pense qu'il y a évidemment des pistes très probables, très plausibles dans l'interne de la bande de Gaza. On a affaire ici, comme ne l'oublions pas, à un magma de gangs. Ce sont des gangs armés avec des têtes qui, par ces gangs-là, font beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans le système du Hamas. Lorsqu'on parle d'armes qui arrivent du Sinaï vers la bande de Gaza, elles sont achetées puis revendues. On parle pareil du matériel qui arrive pour construire entre autres des tunnels. Tout ça réuni fait qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt et beaucoup de raisons que des gens s'entretuent pour en fait garder la main sur le marché du terrorisme ou marché des armes et des munitions dans la bande de Gaza. Donc pour l'instant, je crois que même eux, le Hamas aujourd'hui, ils sont un peu obligés d'accuser Israël. C'est de bonne guerre pour eux, ça en fait encore une fois des jeux de mots. Mais le Hamas aujourd'hui, je crois, va faire beaucoup d'investigations à l'intérieur même de ses propres réseaux internes. En tous les cas, Mazen Fouka, on l'a vu dans le reportage, c'est l'un des prisonniers qui avait été échangé en 2011 contre justement Gilad Shalit dans cet accord-là. Tout à fait. Il avait été condamné en 2003 pour avoir organisé un attentat qui avait coûté la vie à 9 Israéliens. Si Israël est responsable de cette action, Olivier Rafovitch, comme l'affirme le Hamas, s'agit-il d'une vengeance ou bien au contraire d'une mesure de prévention contre un chef du Hamas impliqué dans la préparation d'un attentat? Non, je voudrais vous dire qu'il y a quelques semaines, un responsable important du Hezbollah a été éliminé par le Hezbollah. D'ailleurs, le Hezbollah n'a même pas à l'époque accusé Israël, puisqu'il y a aussi des remous extrêmement puissants, des espèces de bouillonnement interne dans ces groupes-là qui à la fois, vous savez, sont entre l'Iran, entre la force interne, entre vouloir avoir plus de pouvoir. Je crois que le Hamas va très vite se rendre compte que c'est dangereux pour lui d'accuser Israël pour rien et qu'il va falloir bien faire de l'investigation interne pour arriver aux responsables s'ils y arrivent. En tout cas, la bande de Gaza aujourd'hui est un magma de gangs. Vous parliez de réseaux salafistes, effectivement. Daesh est également dans la bande de Gaza. D'autres groupes comme ceux du Fatah ont également des intérêts internes. Tout ça réuni fait que, avant Israël, je dirais entre autres, et en dehors d'Israël, il y a beaucoup de gens à accuser et à voir avant de pointer le doigt vers Israël, qui est quelque part l'accusé facile, mais je ne pense pas qu'il y ait ici un intérêt quelconque d'Israël de faire du remue-ménage actuellement dans la bande de Gaza. En tout cas, le Hamas qui assume clairement le Mossad et qui promet vengeance, pensez-vous que le Hamas est capable de réagir avec force ? Comme on l'a observé après l'élimination d'Ahmad Jabari, c'était en 2012 et ça avait déclenché justement le lancement de l'opération Pilier de Défense. Alors, si vous me permettez, je voudrais ouvrir peut-être une petite parenthèse. Je crois que si le Hamas aujourd'hui décide d'une réaction, même d'une action militaire, puisque le Hamas n'a pas besoin de prétexte pour être un groupe terroriste qui est contre Israël, si le Hamas s'engage dans une action violente contre Israël, je pense que c'est la fin du Hamas. Je pense que c'est la fin du Hamas en tant que régime qui gouverne la bande de Gaza. Il prendrait énormément de risques aujourd'hui à engager l'État d'Israël dans une campagne militaire dans laquelle la finalité serait la fin du régime du Hamas dans la bande de Gaza. Dernièrement, il fallait écouter bien clairement les responsables israéliens, dont M. Lieberman, mais également d'autres responsables, qui ont bien dit que si le Hamas aujourd'hui lançait une nouvelle opération contre Israël, eh bien, on ne s'arrêterait pas comme on s'est arrêté dans les opérations précédentes. Ouais. Donc le Hamas doit bien réfléchir avant de penser à attaquer Israël. Je pense que là, les responsables et le nouveau leadership en place doivent bien réfléchir avec un petit verre de café dans leur petit bureau avec leur kalachnikov avant de bien se dire le risque qu'ils pourraient prendre. Et je pense qu'ils ne prendront pas ce risque. Il y a un aspect du conflit qui oppose Israël et le Hamas, justement, c'est le prix payé par les populations civiles vivant dans les localités israéliennes limitrophes de la bande de Gaza. Entre le bruit des roquettes et des explosions, les enfants sont traumatisés par les conflits à répétition, victimes collatérales sans défense. Les familles doivent aussi lutter contre le manque de reconnaissance des services de l'État et notamment de la part de l'assurance nationale. Vous savez, l'administration refuse de les considérer comme des victimes du terrorisme et certains députés s'inquiètent de leur sort pour tenter de faire bouger les lignes. Ils racontent leur parcours du combattant dans ce reportage. On regarde.
Tu vois le rond là-bas où l'on peut s'asseoir? C'est là où est tombée une roquette. On a entendu un grand boom alors qu'on était dans la chambre forte. Ça n'est pas facile de grandir à Sderot. On vit des choses difficiles, on voit des choses effrayantes. On a du mal à s'endormir. Leroy, 11 ans, a peur. La chambre forte est devenue son seul refuge. Voici la chambre forte, c'est là où je dors et c'est là où je me sens le plus en sécurité. Une jeune fille de mon âge doit penser à ses copains, ses copines, aux études, et à ne pas se sentir menacée ou avoir peur. Leroy a 11 ans et elle a toujours vécu dans cette dure réalité, dans cette atmosphère. C'est un traumatisme qui l'accompagnera toute sa vie. Cela ne passera jamais. Une roquette est tombée ici, et là il y a des éclats. Entre les alertes et les roquettes, ces enfants vivent dans le traumatisme des conflits. Ils partagent les mêmes sentiments, les mêmes peurs, mais aussi une même maturité, une vie bien différente des préoccupations du reste des enfants du pays. J'ai été dans un groupe de soutien tenu par une psychologue. Elle m'a expliqué comment me sentir mieux pour m'endormir la nuit. Elle m'a dit d'écouter de la musique douce. Aussi bien les enfants que les adultes doivent parfois prendre des médicaments psychiatriques ou suivre une thérapie avec des psychologues. Et ils ne peuvent pas vivre normalement au quotidien, ni au travail, ni à l'école, ni à la maison. Et cela à cause du fait qu'ils sont sans cesse exposés aux alertes ou à des situations de crise. Tu vas bien ? Nous allons leur raconter, il ne faut pas avoir peur, cela ne se passera pas une nouvelle fois. À la rentrée scolaire, il avait oublié comment lire et écrire. Il a été reconnu comme souffrant d'un post-traumatisme. Il a des accès de larmes inexpliqués. Il va parfois sous la table sans raison. Il est incapable d'entendre un camion, une moto ou un ballon qui explose. Cela le fait sursauter. Le petit Ido souffre d'un grave traumatisme. Il n'arrive toujours pas à s'en remettre. Pourtant, l'assurance nationale n'entend pas le reconnaître comme victime du terrorisme. Au début, notre demande a été refusée parce que je n'ai pas donné l'heure exacte de l'événement. Et lorsque l'avocat nous a interrogés devant la cour, elle nous a demandé à quelle heure exacte cela s'est-il passé. C'est difficile de se rappeler 4 mois après la guerre de la bordure protectrice, l'heure exacte des événements. Bon nombre d'Israéliens habitant en lisière de la bande de Gaza ont reçu une réponse similaire. Pour pouvoir être pris en charge, ils doivent prouver leur traumatisme lié à un événement spécifique. Le député Chaim Jelin du Yesh Atid tente de trouver un compromis avec les services de l'assurance nationale. Il entend changer le statut de ses victimes. En cas d'impasse, il promet de déposer un amendement à la loi auprès du Parlement. Nous voulons que les répercussions d'événements qui n'ont jamais cessé depuis pratiquement 17 ans soient prises en compte et que les habitants limitrophes de la bordure de la bande de Gaza, traumatisés, soient enfin reconnus comme des victimes de terrorisme. Mon objectif est que mon enfant soit comme tous les autres enfants, qu'il sorte et qu'il joue au foot avec des copains, qu'il aille à des activités extrascolaires. C'est tellement dur de voir tout le monde jouer et pas lui. Il ne bouge pas. Il ouvre la fenêtre de la chambre forte et regarde de loin. Olivier, difficile pour ces Israéliens de vivre si proches de Gaza? Très dur, et personnellement j'ai connu et je connais ces gens-là. J'ai vécu moi à la frontière nord pendant des années face aux roquettes du Hezbollah. Je connais très bien la région de Sderot et j'ai des amis là-bas. C'est compliqué, mais c'est également quelque part la force d'Israël. La force d'Israël, c'est d'être capable d'être partout en Israël, là où il y a des endroits magnifiques, là, comme ici chez vous au bord de la mer, mais également dans des régions face à des gens qui ne nous aiment pas. Oui, mais alors quel support du gouvernement? Parce qu'on vient de parler d'une assurance qui ne suit pas. Je ne sais pas exactement tous les détails actuellement, mais si l'assurance n'est pas suffisamment importante, il faut effectivement se battre pour que l'administration israélienne fasse plus pour ces villages, pour ces gens qui habitent dans ces villes, dans ces villages, dans ces kibbutzim qui sont la vraie force d'Israël. Il faut être partout aux frontières d'Israël, partout, pour montrer juste à l'ennemi que nous sommes là et que nous n'avons pas peur. Par contre, ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'enfants, comme nous l'avons vu dans le reportage, sont angoissés, ont peur. Il y a des aides psychologiques, il y a des aides sociales, mais il faut absolument faire le maximum pour que nos petits Israéliens, n'est-ce pas, soient heureux et soient en bonne santé morale et physique partout en Israël. Et on va se rendre maintenant sur un autre front. Dans le nord d'Israël, vous le savez, les frontières avec le Liban et la Syrie sont une menace permanente pour Israël. Le plateau du Golan est au centre de la stratégie de la République islamique d'Iran contre Israël. Pendant des années, des habitants volontaires des kibbutz assuraient la sécurité des localités du nord, mais maintenant, pour soulager les populations civiles, ce sont des militaires réservistes formés dans des unités d'élite combattantes de Tsahal qui ont pris la relève. Regardez.
À la frontière avec le Liban, l'intrusion de terroristes du Hezbollah inquiète et des exercices de simulation d'attentats sont organisés. Allez, on y va. Penter J, merci de vérifier que l'équipe d'urgence est avec toi. Prévenez les civils de ne pas sortir chez eux. Nous avons ici un terroriste tué et moi je suis blessé au pied. Depuis quelques mois, ce ne sont plus des habitants volontaires des kibboutz qui assurent la sécurité des localités du Nord, mais des militaires réservistes formés dans les unités d'élite combattantes de Tsahal. Aujourd'hui, les membres des unités d'urgence sont beaucoup plus jeunes et formés à la menace. Cela représente un grand changement. Les nouvelles équipes d'urgence mises en place par Tsahal sont munies d'armes sophistiquées et possèdent une expérience de combat militaire. Ils ont remplacé les volontaires retraités qui ne pouvaient qu'utiliser des armes traditionnelles. Nous réalisons notre période de réserve ici dans le kibbutz. Nous sommes assignés à ce secteur pour être effectifs en cas de guerre, mais aussi sur le qui-vive en cas d'attaque terroriste soudaine. J'ai été assigné à servir ici. Je ne suis plus assigné au sud d'Israël, mais ici. Si un attentat a lieu à la frontière du Liban, nous serons prêts. Une vingtaine d'unités semblables réparties à la frontière du Nord par l'armée israélienne, des soldats formés ont accès aux renseignements de l'armée afin d'optimiser la sécurité des habitants de la frontière. Il ne s'agit pas d'une autre équipe d'urgence ou une unité de volontaires habitants de la localité. Il s'agit au contraire de la présence de combattants effectifs et préparés aux attaques soudaines et à toutes les situations. Ils restent en relation étroite avec l'armée israélienne en fonction dans le secteur. Les renseignements de l'armée s'attendent dans un avenir plus ou moins proche à la tentative par le Hezbollah d'infiltration dans le territoire israélien. Le scénario d'une prise d'otage des habitants présents dans les localités limitrophes de la frontière avec le Liban est aussi envisagé. Il est important que des forces militaires se trouvent sur place afin d'assurer un temps de réponse minimum et éviter les tragédies. Parfois, la clôture de la localité et la clôture de la frontière sont semblables. Le défi est complexe. Les forces locales nous permettent d'assurer la sécurité des habitants. Cela est très important. Cette nouvelle stratégie s'ajoute à d'autres changements des activités militaires mises en place à la frontière du Liban afin d'éviter toute infiltration de terroristes. En attendant, la zone nord reste calme, mais aucun risque ne doit être pris. Alors Olivier Rafovitch, il s'agit là de soulager des défenses civiles constituées essentiellement de volontaires, on l'a vu, ou bien maintenant c'est tellement sérieux qu'il va falloir confier cette mission plutôt à l'armée? C'est les deux à la fois, Valérie. C'est à la fois faire que des unités de réservistes venant d'unités combattantes d'élite, entre autres les paras, Golani, participent à la défense active de différents villages et différents kibbutzim, moshav, le long de la frontière libanaise, puis également libérer un petit peu ces anciens, on va dire, volontaires des kibbutz, qui étaient parfois un peu âgés, un peu fatigués, qui reviennent à leurs tâches habituelles. Et je crois que c'est bien qu'il y ait ce sang neuf qui participe à la défense d'Israël au nord d'Israël. Ça fait également joindre ce qu'on appelle tout Israël dans la défense du pays, pas seulement ceux qui habitent là-bas avec leur village et avec la frontière libanaise qui reste une frontière extrêmement sensible avec du Hezbollah qui continue à nous menacer quotidiennement. Les menaces sécuritaires toujours omniprésentes et intenses activités diplomatiques ces derniers jours, Américains et Israéliens maintiennent leurs contacts pour tenter de trouver une solution au conflit. On y reviendra avec vous, Jonathan, et vous, Olivier. Pendant ce temps, l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient accuse Israël d'ignorer la résolution de 1334, adoptée en décembre dernier. Elle visait à condamner la politique des implantations en Cisjordanie. Israël a annoncé depuis la construction de 6000 nouveaux logements. Regardez. L'ONU tape du poing sur la table dans le viseur de l'émissaire des Nations Unies pour le Moyen-Orient, Israël. Il reproche à l'État hébreu de continuer ses constructions en Cisjordanie et donc de ne pas prendre en compte la résolution 2334 sur l'inégalité des implantations juives adoptée en décembre dernier. L'État hébreu a annoncé en janvier un plan d'extension de construction en Cisjordanie à Jérusalem-Est, soit plus de 6000 logements. Je signale d'emblée qu'aucun des développements sur le terrain ne peut être séparé du contexte plus large, à savoir le processus de paix bloqué, le manque de dialogue entre les parties et la radicalisation accrue de tous les côtés. La résolution demande à Israël de prendre des mesures, je cite, de cesser toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Aucune de ces mesures n'a été prise au cours de la période effective. Des inquiétudes également soulevées par les États-Unis, principal allié d'Israël. Après 4 jours de discussion sur la résolution du conflit israélo-palestinien, Washington et Jérusalem ne sont pas parvenus à s'entendre sur la question brûlante des constructions juives en Cisjordanie.
L'administration américaine veut raviver le processus de paix. Donald Trump aurait déjà demandé à Benjamin Netanyahou le mois dernier de geler les constructions de nouvelles implantations en Cisjordanie, en dehors des Grands Blocs et de Jérusalem-Est. D'autres discussions sont prévues entre Israéliens et Américains. Mais malgré les critiques des officiels de l'ONU, le Premier ministre Netanyahou et le président des États-Unis Donald Trump se seraient mis d'accord sur les constructions israéliennes dans les implantations. Jonathan. Oui, Valérie, en marge de son voyage en Chine et des remous au sein de la coalition autour de la question du Taha'gid, le Premier ministre trouve le temps de discuter avec le président américain Donald Trump pour résoudre celle du conflit épineux avec les Palestiniens. Et avant d'évoquer les grands dossiers, le chef du gouvernement souhaite régler les questions liées à l'activité israélienne dans les territoires. La principale pierre d'achoppement, on le sait, à une reprise des pourparlers de paix avec l'autorité palestinienne. Et d'après les informations délivrées hier soir par la deuxième chaîne de télévision en Israël, l'administration américaine serait prête à accepter la construction d'une nouvelle localité pour accueillir les déplacés de l'avant-poste d'Amona, contre un ralentissement aussi des constructions de l'État d'Israël au-delà de la ligne verte. Les États-Unis seraient prêts aussi à accepter une avancée de ces constructions dans les grands blocs d'implantation. Ce serait quoi, un échange de bons procédés alors? Oui, car tout cela doit être soumis aux partenaires de la coalition. On le sait déjà, les responsables du foyer juif ont déjà menacé de quitter le gouvernement en cas d'arrêt total des constructions Judée-Samarie. Israël aimerait poursuivre ses constructions sur 8 à 10% du territoire de Judée-Samarie. L'Amérique s'oppose, elle, à cette volonté israélienne et n'autoriserait qu'une poursuite des travaux dans les grands blocs d'implantation que l'on connaît, Ariel ou le Goucher de Sion. Pour le moment, les bureaux du Premier ministre ne confirment pas ces informations. Le chef du gouvernement a déclaré ce matin au Conseil des ministres poursuivre les discussions avec les Américains en émettant tout de même l'espoir d'une issue rapide de ces discussions. Alors Israël va poursuivre la construction, Olivier Rapovitch? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que d'abord il y a une administration à Washington avec M. Trump à sa tête qui est avec un nouveau vent de collaboration, de coordination avec Israël. Ici, c'est pas oui ou non, c'est d'abord on discute, on trouve des moyens pour arriver à des compromis ensemble, pour ne pas gêner parfois également des décisions américaines dans d'autres secteurs, dans d'autres directions. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui une volonté commune américaine et israélienne d'aller de l'avant, à la fois pour ne pas gêner ni M. Netanyahou par rapport à Amona, ni Trump par rapport à d'autres plans qu'il a face au monde arabe. Mais tout cela réunit fait que le problème ou la question des territoires de cette implantation n'est plus, je crois, la question principale d'un règlement politique au Moyen-Orient. D'ailleurs, M. Trump l'a dit il n'y a pas très longtemps, il est pour une vision économique, une vision globale du problème, mais peut-être qu'on en parlera à un autre instant. Avec plaisir, Olivier, vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau. Merci à vous, messieurs.